Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Fort de ma carrière professionnelle de médecin spécialisé en gérontologie et d'enseignant clinique en gériatrie, je livre dans cet essai quelques renseignements et réflexions sur un sujet dont tout le monde parle aujourd'hui, l'accroissement de la longévité humaine. J'aurais peut-être pu le faire d'une façon strictement scientifique, en destinant mes propos à des lecteurs avertis tels des démographes, des sociologues, des médecins et autres biologistes. Cependant, il m'a semblé plus utile de m'adresser à des lecteurs curieux et intéressés, destinés à vieillir et ou déjà vieillis, afin que ces derniers puissent mieux appréhender une nouvelle situation à la fois biologique, psychologique et sociale dont certains paramètres et mécanismes peuvent devenir accessibles à tout un chacun. Chaque personne n'a pas toujours l'occasion de naître, et de vivre durant un certain temps dans des conditions favorables à son propre vieillissement. Cependant, de nombreux individus, à condition de le vouloir et d'être bien informés, pourraient modifier leur style de vie. Il faut dire que la réalité des chiffres nous indique que l'accroissement de la longévité humaine représente un événement nouveau pour l'humanité entière. En effet, tout citoyen d'un pays industrialisé gagne chaque année un supplément en espérance de vie de 4 mois, et cela sans incapacité majeure. Rappelons que l'espérance de vie à la naissance était de 45 ans en 1900, de 65 ans en 1950 et de 79 ans en 2000. Lorsqu'un habitant d'un pays industrialisé souffre d'une maladie chronique non invalidante, il bénéficie, paradoxalement, d'un supplément de vie de 5 mois par année. La progression extraordinaire de ces gains se produit également dans les pays en voie de développement, et cela d'une façon encore plus rapide car ces pays partent d'un niveau d'espérance de vie inférieur. Ces inégalités, géographiquement disparates, de l'espérance de vie à la naissance, sont principalement dues aux difficultés d'éradication efficace de certaines maladies, surtout parasitaires et infectieuses, à disposer de soins adéquats, à accéder à une alimentation saine et à une eau potable. Afin d'encore mieux fixer les idées sur l'évolution probable des espérances de vie à la naissance pour l'ensemble des 27 pays européens, elles étaient en 2010 de 76,5 ans pour les garçons et de 82,5 ans pour les filles. En 2020, soit 10 ans plus tard, elles sont respectivement évaluées à 78 ans et 84 ans avec une probabilité d'atteindre 84,5 et 99 ans en 2060. Toujours pour l'ensemble des pays de la communauté européenne, il paraît encore plus intéressant de connaître l'évolution probable de l'espérance de vie à 65 ans, sur une période de 50 ans à partir de 2010 sur 16,73 ans pour les hommes et 20,18 ans pour les femmes. En 2020, 17,83 ans pour les hommes et 21,25 ans pour les femmes, 21,84 ans pour les hommes et 25,12 ans pour les femmes. En 2060, soit en un demi-siècle, un gain probable de vie, à 65 ans de 5 années chez l'homme et de 4,94 ans chez la femme. On constaterait, dès lors, une égalité de durée de vie entre les deux sexes en 2060. En ce qui concerne la population âgée de 65 ans et plus, exprimée en pourcentage de la population totale des 27 pays européens, elle passerait de 17,4% en 2010 à 23,5% en 2030 et atteindrait 30% en 2060, avec une population très âgée, 80 ans et plus, dont l'importance va grandissant puisqu'elle passe de 27% en 2010 à 40% en 2060. Les renseignements démographiques cités pour l'Europe émanent d'un rapport publié, en 2009, par la Commission des communautés européennes et intitulé « Gérer l'incidence d'une population vieillissante dans l'Union européenne ». Quittons maintenant les pays occidentaux pour les pays dits émergents, groupés sous l'appellation de l'acronyme BRIC pour Brésil, Russie, Inde et Chine. Ces dernières années, ceux-ci ont connu des transformations économiques radicales. Comme dans ces pays, la longévité moyenne à la naissance était relativement basse, sa progression, comparée à celle des pays occidentaux, fut plus lente. Ainsi, en 2007, elle était de 62 ans pour le Brésil, de 70 ans pour la Russie, de 68 ans pour l'Inde et de 73 ans pour la Chine. Malgré les progrès économiques très importants de ces pays émergents, mais industrialisés depuis moins longtemps que les pays occidentaux, la progression de l'espérance de vie fut moins rapide,
C'est ainsi que pour la Chine, entre 1990 et 2000, elle ne fut que de 3 années, soit une différence de près de 9 ans, en faveur de l'Occident. L'ensemble des chapitres qui vont suivre me permettra d'émettre certaines considérations à propos des principales causes et conséquences du vieillissement des populations. Ces considérations, étayées par des études d'économistes issus de pays occidentaux, aborderont les répercussions futuristes concernant les nouveaux retraités qui, pour certains, sont des baby boomers. Divers détails seront plus spécifiquement donnés pour un de ces pays émergents qu'est la Chine. Il m'est apparu intéressant d'approcher certains mécanismes généraux de la transformation biologique de l'organisme humain, lors de l'avance en âge, afin de faciliter la compréhension des risques de développement de différentes maladies qui, aujourd'hui, surviennent nettement plus tard dans la vie qu'auparavant. Il faut cependant avoir à l'esprit que diverses pathologies sont plus fréquentes chez l'être âgé, et qu'elles risquent d'entraîner une dépendance physique et ou mentale. En indiquant des pistes de préparation à la retraite, des conseils pour une alimentation adaptée et des recommandations pour utiliser, au mieux, certaines nouvelles technologies, j'ai souhaité insister ces paramètres pour que chacun puisse parer aux aléas du vieillissement et accéder à une longévité la plus harmonieuse possible. En ma qualité de médecin gériatre, j'ai tenté de retracer l'évolution de cette branche particulière de la médecine, en émettant quelques réflexions quant à son avenir. Bien entendu, un tel ouvrage se devait de parler des soins en fin de vie, au sein desquels le sens de l'éthique accompagne l'humanisme. Chapitre 1 : Principales causes et conséquences du vieillissement des populations. On sait aujourd'hui que le vieillissement des populations s'est déroulé en plusieurs étapes, toutes liées au progrès des conditions de vie et d'éducation, mais également aux politiques de prévention socio-médicale et à l'amélioration des structures d'hygiène et de soins. Ces progrès ont d'abord permis aux nouveau-nés d'atteindre l'âge adulte. Ceci constitue la première étape du vieillissement des sociétés. Paradoxalement, cela crée un rajeunissement de la population, non pas par explosion de la natalité, mais bien par une survie mieux assurée des enfants en bas âge, grâce à une nette réduction de la mortalité de ceux-ci, ainsi que de celle des mères lors des accouchements. La deuxième étape du vieillissement résulte d'une augmentation de l'espérance de vie des personnes déjà âgées. Mieux à l'abri de la pauvreté, mieux nourries, mieux logées, mieux soignées, elles vivent plus longtemps. Quant à la troisième étape, elle est provoquée par une baisse de la natalité, qui est à la fois une suite logique aux deux premières étapes et un phénomène d'adaptation car cette réduction des naissances est couplée à une évolution économique et cela, pour l'ensemble des pays. Cependant, l'augmentation de l'espérance de vie représente un facteur de risque grandissant pour l'apparition de certaines maladies, vis-à-vis desquelles l'âge joue un rôle majeur, mais qui apparaissent plus tardivement qu'avant, c'est-à-dire qu'on devient malade à un âge plus avancé de la vie. On peut donc affirmer que la longévité est un phénomène universel, qui représente un réel défi pour la science et pour la société. À ce propos, certaines publications futuristes, voire de science-fiction, prédisent un doublement de l'espérance de vie au cours du XXIe, grâce essentiellement aux nouvelles technologies. Quelles répercussions socio-économiques la longévité entraîne-t-elle ? Certaines personnes très pessimistes, ou trop réalistes, se montrent particulièrement inquiètes quant aux implications du vieillissement des populations. D'autres, plus optimistes, entrevoient au contraire une grande réalisation humaine mais qui nécessitera un accompagnement. En étudiant la relation entre la santé et la prospérité, synonyme de développement de la productivité et souvent de la qualité de vie, on s'aperçoit qu'il existe des corrélations entre l'espérance de vie et les revenus liés au pouvoir d'achat. Des études montrent que, dans les pays au sein desquels l'espérance de vie est de 5 ans supérieure à l'espérance de vie moyenne des pays voisins, le PAJB augmente plus rapidement. Preuve s'il en est que la prospérité a un retentissement bénéfique sur la santé. Par ailleurs, l'enrichissement de la société permet aussi de mieux aider les personnes âgées, ou non, qui se trouvent dans le besoin, ce qui assez souvent a pour corollaire de favoriser une meilleure espérance de vie. Mais le fait que la relation inverse existe, c'est-à-dire que la santé favorise la prospérité, constitue une autre approche et l'on est bien obligé de reconnaître que santé et prospérité se renforcent mutuellement. La santé influence en effet la prospérité, dans le sens où elle entraîne un certain engagement productif.
L'allongement de la durée de vie favorise le développement de nouvelles activités, notamment dans le tourisme et les services financiers. Sachant qu'elles vont vivre plus longtemps, les personnes investissent et épargnent plus afin de préserver leur avenir. En Australie, par exemple, la principale force financière est liée au fonds de pension intitulé « Les fonds du futur ». Il s'agit de constituer un soutien financier pour les futurs retraités. Ainsi, pour le professeur Butler, médecin et président de l'International Longevity Center, le marché argenté Silver Industry succède à celui de la jeunesse des années 60 aux États-Unis. Dans une population en bonne santé, on observe une diminution de l'absentéisme à l'école et au travail, ce qui favorise un meilleur niveau d'éducation générale. Les travailleurs peuvent se former davantage, avoir des revenus plus élevés et rester productifs tout au long de leur vie. Il est par conséquent nécessaire de mieux informer et éduquer les populations à la problématique de la santé, tout en modifiant les structures de mise à la retraite, afin de maintenir une population dans la vie sociale sans pénalité financière trop importante. L'amélioration de la santé a un retentissement global important, non seulement sur la longévité des pays industrialisés, mais aussi sur celle des pays en voie de développement. C'est ainsi que l'on constate que 60% des personnes âgées de plus de 60 ans sont toujours en vie dans ces pays, avec en projection un taux qui devrait atteindre 80% d'ici 30 ans. Cependant, on assiste aussi, dans d'autres pays, à une réduction de l'espérance de vie, phénomène qui, loin de conduire à de la prospérité, entraîne alors une pauvreté. Actuellement, 32 pays ont encore une espérance de vie à la naissance inférieure à 50 ans et bien souvent, les habitants de ces régions pauvres ne vivent que 40 ans de manière active et sans infirmité. Les habitants de ces 32 pays se trouvent principalement au sud des continents, là où la mortalité infantile est toujours importante. Néanmoins, la longévité tend à se manifester dans les régions sous-développées et en développement, mais les effets socio-économiques seront différents. Le démographe Michel Loriot estime que la cohabitation entre la jeunesse et la vieillesse sera plus difficile à assumer dans les sociétés du Sud que dans celles du Nord, où le contexte sociétal est devenu moins favorable à l'intégration des générations, qui ne partagent ni les mêmes valeurs, ni les mêmes modèles culturels, et qui éprouvent des besoins différents. L'auteur affirme qu'on ne s'y trompe cependant pas. Même si les transformations démographiques à l'œuvre dans les deux hémisphères ont des racines et des formes communes, leur timing et leur rattachement contextuel les rendent souvent très différentes dans leurs conséquences et leur impact sociétal. À cause des crises financières et du report permanent des décisions socio-politiques, depuis plusieurs décennies, il devient urgent pour la société de procéder à des rénovations fondamentales. En quelques années, en effet, le pendule de l'histoire s'est déplacé du côté des pensionnés dont les revenus sont parfois inférieurs au seuil officiel de pauvreté et qui, dès lors, sont contraints à renoncer à des soins médicaux devenus trop coûteux ou qui, au vu de leurs ressources insuffisantes, se trouvent dans l'incapacité à s'inscrire sur une liste d'attente d'une maison de repos. N'est-ce pas là un scénario de perturbation sociale qui risque bien de conduire à une maltraitance des anciens ? Dans un blog intitulé « La crise est un choc psychique », l'économiste belge Bruno Coleman attire l'attention sur la gravité de la crise financière actuelle, étant donné sa lourdeur, ses menaces et sa différence avec les précédentes, du fait qu'elle ébranle l'État-providence, aujourd'hui immergé dans l'économie de marché. Un légitime sentiment de colère a traversé la population au moment où les excès des banques ont été révélés. Mais cette colère dissipée, nous avons désormais l'intuition d'un sentiment de peur. Cette anxiété est canalisée contre les sphères financières, mais ce qui se passe, c'est que l'État, au vu de son financement, n'a plus les moyens d'assumer les tâches auxquelles il a collaboré, parallèlement au progrès de la médecine, pour favoriser une meilleure espérance de vie. Aussi, chacun a le sentiment que s'il vit plus vieux, son épargne est par contre beaucoup plus fragilisée qu'auparavant. C'est sans doute là un des messages de crise. Il aurait certainement été profitable d'anticiper cette situation comme certains pays ont pu habilement le faire, tels le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas. Avec une longévité réduite, tous les espoirs de développement d'une économie mondiale s'avèrent assez vains car comment, dans de telles conditions, être en mesure de produire, de vendre, d'échanger des biens et services pour des nations comme les nôtres qui bénéficient d'une longévité accrue ?
Savoir si le vieillissement apparaît positif ou non dépend de la façon dont on va administrer ces gains de longévité. Pour les pays européens, certains économistes de l'OCDE, organisme de coopération et de développement économique, considèrent le vieillissement de façon négative. En réalité, ce dernier comporte deux volets. Le premier concerne le choc de la fécondité associé au baby-boom qui, au niveau national, nécessite des mesures suffisamment anticipatives. Quant au second volet, il relève du choc de l'augmentation de la longévité de l'ensemble des êtres humains qui devrait à la fois apporter un bien-être social, tout en respectant les choix individuels. Les performances économiques entre nations vont dépendre de la manière de gérer les ressources en main-d'œuvre supplémentaires engendrées par les gains de longévité. Celles-ci constituent, certes, un élément de pression sur les systèmes de sécurité sociale, mais cette longévité imposée peut également apparaître comme un instrument capable de résoudre les problèmes. Si on veut que les effets de la longévité soient positifs, il faut tendre à ce que les personnes âgées gardent une assez bonne santé et que, parallèlement, on encourage et on développe des incitations à demeurer sur le marché du travail le plus longtemps possible. Toujours selon le rapport des économistes de l'OCDE, il apparaît que le lien entre longévité et prospérité est directement influencé par la sauvegarde de la santé de la personne âgée. La réduction de la main-d'œuvre, dans beaucoup de pays de l'Union européenne, constitue également un problème. Baisse, tous les 5 ans jusqu'en 2025, de 3 à 4 millions de la population active. Il s'agit là d'une inversion de la tendance, sachant que jusqu'à présent, il y avait tous les 5 ans, une augmentation de main-d'œuvre de 8 à 9 millions. La diminution de main-d'œuvre nouvelle, dans les domaines de l'éducation et de la santé, va rapidement se manifester car pour des raisons budgétaires, de nombreux travailleurs ne sont plus remplacés. D'après les mêmes économistes de l'OCDE, il faut avoir une vision intégrée des réformes à réaliser concernant les systèmes de retraite, de santé et du travail car ils sont complémentaires. Trop souvent, le vieillissement de la population a été appréhendé de manière négative, mais ceci pourrait devenir positif si des réformes économiques adéquates étaient appliquées à la longévité. Il y a quelques années, le sociologue français J.P. Viriot-Durandal rassemblait une série d'articles d'auteurs différents sur l'existence possible d'un pouvoir gris dans l'espace public, et cela sur les plans politiques, économiques et sociaux. Grâce à une organisation non gouvernementale, la Fédération internationale des associations de personnes âgées, FIAPA, il publia ainsi 2 volumes intitulés Le pouvoir gris. Il m'a semblé utile d'en extraire quelques réflexions, à partir de divers pays, concernant notamment les conséquences sociétales d'un accroissement de la longévité, lors de l'arrivée à la retraite des baby-boomers. En France, comme dans bon nombre de pays riches, les générations nées après 1946 ont déjà atteint leur retraite. En moyenne, elles disposent d'un capital physique, mental, économique et social d'un niveau supérieur à celui de leurs parents. Ces boomers bénéficient en outre d'un temps de retraite sans précédent. Cette génération de retraités se doit de susciter de nouveaux espaces d'intervention dans la société qui leur est contemporaine, en s'impliquant dans les domaines civiques et politiques. Toutefois, cette génération qui a vécu de grands mouvements collectifs et qui est maintenant dégagée de l'activité professionnelle, est-elle prête à utiliser ces nombreuses ressources pour investir à nouveau l'espace public et tenter ainsi de peser sur les affaires du monde ? Pour la plupart des auteurs de ces articles, le pouvoir gris est l'expression concrète d'une mobilisation de ressources d'un groupe social qui désire agir sur son environnement matériel et immatériel. Ce pouvoir intervient, à la fois, au niveau du champ politique mais aussi dans les domaines économiques, sociaux et culturels. Cependant, il faut avoir à l'esprit que tout groupe social est caractérisé par des contours assez imprécis et est soumis à la dimension subjective du temps. À ce propos, il faut dire que lorsqu'on interroge des futurs retraités au sujet de leur avenir, bon nombre de ceux-ci ne désirent pas continuer à travailler dans le domaine de leurs compétences. Ils aspirent à découvrir d'autres activités et à quitter définitivement leurs obligations professionnelles trop rigoureuses. La diversité de profils de ces retraités, des années 2010 à 2025, est en partie liée aux mutations de la société contemporaine, dans laquelle se côtoient d'importantes différences entre les générations,
ainsi qu'entre les offres les plus diverses en loisirs multiples. Dès lors, il est fort probable que ces retraités désireront avant tout faire ce qu'ils n'ont jamais pu faire auparavant. Ainsi aux États-Unis, par exemple, les caractéristiques des personnes âgées sont aussi diverses que la nation elle-même. Il faut remarquer que l'avance en âge des baby-boomers augmente leur force électorale, ce qui influence la mise en œuvre de politiques sociales. Il faut cependant admettre que dans certains domaines, l'influence des plus âgés reste plus apparente que réelle. Dans le domaine des médias, l'existence du pouvoir gris n'est pas encore évidente. Ce pouvoir est en fait à établir, car peu de journalistes sont formés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.